Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, cette semaine, nous évoquerons d'abord le procès en extradition de Julian Assange, puis nous étudierons l'incroyable manipulation médiatique relative à l'égorgement de la gare du Nord. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans la revue de presse et nous analyserons enfin l'incroyable curée journalistique contre la venue de Louis de Ragnel, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, à Europe 1. Immédiat numéro 313, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle du procès de Julian Assange. Alors, Julian Assange, c'est l'homme de l'année en 2010, selon même la couverture du Monde, l'homme de Wikileaks, donc une série d'informations qui sont sorties à la fois sur certaines manipulations des climato-alarmistes, sur les choix de l'armée américaine et les comportements de l'armée américaine en Irak, beaucoup de révélations qui ont gêné beaucoup de monde et qui ont amené les pouvoirs, notamment le pouvoir américain et le pouvoir britannique, à incarcérer Julian Assange. Et aujourd'hui, les Américains réclament son extradition. Ce qui n'est quand même pas évident, s'agissant d'un homme qui a été présenté à la fois comme journaliste et comme lanceur d'alerte. C'est une demande d'extradition politique. Mais il y a assez peu de soutien aujourd'hui dans les médias, alors qu'il y a 10 ans, effectivement, Julian Assange était un héros, en quelque sorte, un lanceur d'alerte, un journaliste. Aujourd'hui, ces mots-là ne sont plus employés dans les médias français. Exactement. On ne parle plus de journaliste, on ne parle plus de lanceur d'alerte, on ne parle même plus de demandeur d'asile, alors que l'actuel garde des Sceaux, c'est un demandeur d'asile, alors que l'actuel garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, en février dernier, avait dit « Je vais demander à Monsieur Macron de lui accorder l'asile ». Il n'en parle plus aujourd'hui, et on voit bien que l'asile, c'est fait pour les gens qui incendient les camps en Grèce, c'est pas fait pour les vrais demandeurs d'asile, car effectivement, Assange est un vrai demandeur d'asile, un terme que les médias adorent utiliser pour ceux qui veulent franchir nos frontières illégalement, mais pas du tout pour ceux qui veulent défendre nos libertés. Passons au premier sujet, égorgement gare du Nord, décryptage d'une triple manipulation médiatique. Ce dimanche 6 septembre, un homme a été égorgé gare du Nord. À l'heure où nous enregistrons cette émission, il est toujours à l'hôpital. Pronostic vital engagé aux dernières nouvelles médiatiques. Et on peut noter dans cette affaire une triple manipulation de la part des médias. On va commencer par la première, l'euphémisation. On le voit déjà tout simplement par le silence de certains médias, comme Le Monde, qui ne fait pas un seul article sur cette actualité. Ou encore par le choix des titres et des mots employés. Par exemple, BFM TV, une personne grièvement blessée par arme blanche. Midi Libre, un homme poignardé à la gorge. Le Parisien qui écrit « Un homme poignardé en gare du Nord » et qui écrit dans son article « Atteint à la gorge », en parlant donc de la blessure, une blessure qui irait du menton à l'oreille. Jean-Yves, on peut quand même se dire que ce sont des mots un petit peu légers pour caractériser la réalité. Le mot français, le mot habituel, le mot normal, c'est égorgement. Et le mot égorgement, les médias mainstream détestent l'utiliser parce que
ça évoque trop l'origine, implicitement, ça évoque l'origine des égorgeurs, la méthode des égorgeurs, et donc on évite d'employer le mot. Parce qu'une plaie allant du menton à l'oreille, poignardée à la gorge, bon, ça veut dire à peu près la même chose quand même. Mais c'est plus long, c'est euphémistique, on promène un peu le lecteur, Alors à noter, si on peut dire. à noter que pourtant certains médias ont réussi à prendre les bons mots, puisque CNews, dans un article, a écrit, titré « Homme égorgé à Gare du Nord ». Donc finalement, on est capable, Jean-Yves, quand on veut, on peut, clairement. D'autant plus qu'un bon titre, normalement, c'est un titre court. Oui. Donc c'est assez étonnant que les médias allongent les titres. Oui. C'est contre-naturel, on peut dire. Contre-nature. Alors, autre manipulation, c'est la mise en avant d'éléments ethniques. Voici ce qu'écrit Le Parisien sur le profil de la victime et sur le profil de l'agresseur. La victime est un demandeur d'asile afghan. L'agresseur est de type européen. Donc ça, c'est dans un premier temps, et donc on a ces origines ethniques qui apparaissent. Sauf que le lendemain, des informations complémentaires arrivent, et finalement, le suspect est décrit comme asiatique par les témoins oculaires, rapporte Aziz Zemmouri, qui est journaliste. Il pourrait s'agir d'un Afghan tadjik ou hazara. Donc Jean-Yves, on voit que l'origine ethnique est mentionnée avant d'être un petit peu nuancée. Oui, alors c'est assez curieux d'ailleurs. Moi j'avais été surpris parce que d'habitude on ne donne pas l'origine ethnique. Là en l'occurrence on la donnait puisque d'après les premières informations qui étaient fausses, l'agresseur, l'égorgeur était européen. Voilà. Et donc on voit très bien quand même le deux poids deux mesures journalistique où on ne donne pas l'origine ethnique sauf quand ça peut être un Européen. Le coupable en l'occurrence c'était même pas le cas. Mais on l'avait donné. Et on peut rappeler à ce propos, pour appuyer un petit peu votre thèse, que le Parisien est coutumier, ou en tout cas a déjà réalisé une manipulation de ce genre, puisque ce mois de juin, il y a eu une attaque au couteau à Glasgow. Et là encore, le Parisien avait évoqué l'origine ethnique de l'agresseur, un homme blanc, selon eux. Bon, il s'était avéré que c'était faux par la suite. Donc, encore une fois, on mettait en avant l'origine ethnique quand il s'agit d'un homme blanc, et encore une fois, c'était une erreur du Parisien. Voilà, encore que ça pourra arriver malgré tout, et ça doit parfois arriver, mais là, effectivement, c'est une erreur répétée. Alors, c'est une erreur répétée, un peu toujours avec le même... journaliste, non, on va pas dire journaliste, le même propagandiste, qui est monsieur Jean-Michel Descugis, qui est l'auteur de cet article. Auteur de cet article, auteur de ce bobard, qui a déjà été plusieurs fois titulaire des bobards d'or. C'est lui qui avait annoncé lors des attentats de 2012 que la piste privilégiée, c'était la piste néo-nazie. Il avait même mis en photo des militaires, des anciens militaires, bras tendus. En fait, c'était l'islamiste Merah, donc il avait intoxiqué massivement l'opinion, sans doute pour le compte d'ailleurs de la préfecture de police. C'est une opération de manipulation. C'est une hypothèse, mais qui n'est pas avérée. Qui a été quasiment reconnue par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc je crois qu'on peut dire que c'est une hypothèse plus qu'avérée. Il nous a ensuite sorti, nouveau bobard d'or, que Xavier Dupont de Ligonnès... Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est extraordinaire parce que c'est un meurtre familial entre blancs, enfin, dans l'hypothèse qui est retenue. En tout cas, une disparition qui a suivi un meurtre en série. Alors ça plaît bien parce qu'en plus, c'est une famille à particules, catholique, donc c'est formidable. Donc, on a remis l'affaire sur le devant des médias quand on a soi-disant arrêté ce Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse. Le malheureux qui a été arrêté n'avait absolument aucun rapport avec Xavier Dupont de Ligonnès. Mais c'est encore monsieur Jean-Michel Descugis qui a fait cela. Alors, monsieur Jean-Michel Descugis, c'est le responsable, le rédacteur police-justice du Parisien. Si malgré toutes ces erreurs, il est maintenu en place, ce n'est pas à cause de ces erreurs, malgré ces erreurs qu'il est maintenu en place, c'est grâce à ces erreurs, car il a la fonction de désinformateur. Voilà. Et je crois que le Parisien, en gardant M. Descugis à la place qu'il a, avoue officiellement qu'il est un journal de désinformation. Si ça ne leur plaît pas, qu'il nous fasse un procès. En tout cas, c'est certain que la liste de ces bobards est assez impressionnante. C'est un récidiviste, mais pourquoi ? Parce que le bobard, il est utile. Ouais. Il sert une cause, c'est pas un accident.
Autre volet de cette affaire, eh bien, ce sont les accusations contre la fachosphère, notamment portées par des observateurs médiatiques ou extérieurs au monde médiatique, mais comme par exemple Dave Sheck, qui est journaliste, notamment intervieweur pour la chaîne Public Sénat. On le voyait interviewer des sénateurs dans un accoutrement assez original. Eh bien, il a déclaré que la fachosphère avait finalement gardé le silence sur cette affaire lorsqu'elle avait appris que le principal suspect était de type européen. Et on a eu la même chose, le même discours de la part d'Éric Coquerel sur LCI. Et après, on s'est aperçu que c'était en fait quelqu'un blanc qui a poignardé quelqu'un de couleur. Je veux dire, et du coup, on n'a plus entendu trop parler du sujet. Je vous le dis comme ça. Ça montre bien aussi à un moment donné qu'il y a quelque chose d'idéologique dans la manière de voir les choses. Et moi, ce que je comptais justement, c'est à partir du moment où vous utilisez le thème de la sécurité pour répondre à des questions d'idéologie, de dire de pointer du doigt, par exemple, nos concitoyens, on parle de séparatisme, ou qui ont aucune couleur de peau différente, etc. Donc Jean-Yves, des accusations assez graves finalement d'Éric Coquerel sur cette question. Oui, alors grave et faux, c'est souvent faux. D'abord parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de comptes de ce qu'il appelle la fachosphère qui en ont tout à fait parlé. On peut penser à deux souches. Moi-même, j'ai relayé l'information, parce que c'est une information, voilà. Oui, Pierre Sautarel, par exemple, a très rapidement repris l'information et compris qu'il s'agissait d'un Européen. Absolument. Mais moi, j'ai relayé aussi le tweet selon lequel il s'agissait d'un Européen. Ouais. Voilà. Bon, si ça, après tout, c'est un élément à vérifier, mais susceptible d'aider à comprendre un certain nombre de choses. Bon, voilà. Donc, première chose, c'est faux. Ça a été tout à fait évoqué. Deuxième chose, alors ce qui est faux en l'occurrence, là il dit c'est un Européen, Monsieur Coquerel. Non, Monsieur Coquerel, c'est pas un Européen, mais ça vous arrange parce que vos électeurs, c'est pas trop les Européens, donc vous préférez qu'on mette en cause les Européens. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a même beaucoup. Oui, enfin trop. Mais pas seulement. Coquerel est vraiment l'homme qui défend à fond le lobby de l'immigration au sein de la France insoumise. Bon. Et Coquerel est habitué des mensonges. Là, en l'occurrence, il répète, peut-être de bonne foi, le mensonge du désinformateur du Parisien. Comme quoi ça sert, la désinformation. Comme quoi le mensonge sert, parce qu'il y a des tas de gens qui vont avoir entendu Monsieur Coquerel et qui vont retenir ce qu'a dit Monsieur Coquerel. Il faut bien savoir que le bobard sert même. Le bobard est utile, mais je le répète à chaque fois, même quand il finit par être démasqué. Il a son utilité dans l'instant. Oui. Puis après, on passe à autre chose. Alors, autre élément de cet égorgement, eh bien, c'est finalement le fait qu'il s'inscrivait dans la vague d'ensauvagement du pays. Dès lors, eh bien, cet égorgement criminel et l'origine des deux protagonistes ont provoqué quelques réflexions de bon sens du pourtant très politiquement correct Karim Zeribi dans l'émission Punchline sur CNews. Si on avait effectivement des Afghans ou des gens effectivement proches de cette migration, donc avec une bataille intracommunautaire, c'est un peu comme on a vu les Tchétchènes qui avaient pris les armes à Dijon et qui étaient arrivés. Donc ça veut dire que dans la montée de l'ensauvagement, comme je le disais tout à l'heure, ça existe. Et le nier serait effectivement stupide. La montée de l'ensauvagement ne se limite pas à ça, mais elle en fait partie. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Zeribi emploie le mot ensauvagement, alors que le président Macron a dit qu'il ne fallait pas utiliser ce qu'il appelait le mot de l'ennemi, le mot de l'ennemi. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que le mot ennemi est un vocabulaire militaire, c'est un vocabulaire de guerre civile, et c'est Macron lui-même qui l'utilise contre ceux qui ne pensent pas pour lui. Et l'ennemi, il est président de tous les Français. Quand on parle de l'ennemi, on stigmatise quasiment une bonne moitié de la population. Enfin, en fait, au moins. Peut-être une large moitié de la population, puisqu'il y a plus de la moitié de l'opinion qui pense qu'il y a effectivement un ensauvagement. Donc il y a une majorité de la population qui serait l'ennemi de Macron. Oui, voilà, mais il est dans une logique, ça correspond assez bien à sa mentalité. Alors on dit toujours qu'on exagère, c'est vrai, mais peut-être, mais ça correspond bien à sa mentalité dictatoriale, à ses tendances dictatoriales. Si plus de la moitié de l'opinion, vous considérez qu'elle utilise le vocabulaire de l'ennemi, il y a quand même et que vous êtes président de la République, président de tous les Français, il y a un petit problème. Ouais. Alors face à certaines réticences malgré tout du plateau de Punchline d'évoquer avec réalisme le lien entre ensauvagement et immigration, Gabriel Cluzel a pris un exemple amusant pour analyser la situation.
ce qui me paraît vraiment étrange, c'est qu'on puisse pas en parler de façon dépassionnée. Moi, je sais pas, au Sénégal, il y aurait des Bretons et des Alsaciens qui se mettraient... Là, on est des passionnés ce soir, c'est vrai. Qui se taperaient dessus. On trouverait tout à fait légitime que les Sénégalais disent ras-le-bol des Bretons et des Alsaciens, il faut arrêter de venir au Sénégal, là, tant que vous n'avez pas réglé vos problèmes. Ce qui est audible dans un pays, dans cette configuration-là, ne l'est plus si on le transpose en France. Je crois que là, Gabriel Cluzel souligne quelque chose qui est très important dans les rapports humains, dans les rapports entre les sociétés, dans les rapports entre les nations, les civilisations, c'est la réciprocité. Et effectivement, on n'imagine pas que le Sénégal tolérerait que les Bretons et les Alsaciens s'alpaguent au Sénégal. Bon. Eh ben nous, on doit tolérer que les différentes ethnies afghanes s'entretuent, que les Tchétchènes et les Maghrébins se bagarrent. Voilà, on a l'air de trouver ça normal, alors qu'effectivement, on trouverait ça absolument aberrant si différentes personnes d'origine européenne ou française se bagarraient en Afrique ou ailleurs. Voilà. Il faut appliquer la réciprocité. Si ça nous choque au Sénégal, ça doit nous choquer en France. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, direction le Portugal, Jean-Yves, le Portugal, où 6 adolescents, voire jeunes enfants, ont attaqué en justice 33 États, dont la France, qu'ils jugent responsables de l'aggravation de la crise climatique. Oui, alors ça, ce n'est absolument pas de l'information, ce n'est absolument pas du journalisme, c'est de la pure propagande. Parce que quand vous réfléchissez un petit peu, on vous dit dans l'article... C'est le Parisien C'est le Parisien qui fait un article. Bon, c'est ce qu'on appelle du storytelling. On raconte une belle histoire, mais ça ne correspond à aucune réalité. D'abord, on nous dit que ces 6 adolescents attaquent 33 pays, excusez du peu, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que pour entrer en justice devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut d'abord avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Mais là, c'est pour le climat, c'est pour la bonne cause. Non, j'entends bien. Donc, il aurait fallu qu'ils soient allés au bout des procédures dans 33 pays pour attaquer devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, première remarque. Deuxième remarque, les enfants qui sont mineurs ne peuvent pas attaquer en justice. C'est leurs parents qui, éventuellement, pourraient le faire en leur nom, mais pas eux. Bon, c'est un coup de communication. Donc, c'est de la pure communication. Oui. Relayé par le Parisien, encore. Relayé par le Parisien, donc c'est même plus, c'est de la propagande, voilà. C'est de la propagande, alors vous allez me dire, c'est de la propagande climatique, donc c'est pour la bonne cause, bien sûr, mais c'est de la propagande, voilà, il faut appeler les choses par leur nom. Parisiens, là, ils font très fort en ce moment. Hein. Et ils vont faire très fort dans le sujet suivant, même, je vais vous le dire. Puisque le Parisien s'est illustré également, Jean-Yves, pour une couverture d'un acte potentiellement terroriste au Royaume-Uni, à Birmingham, avec 1 mort et 7 blessés, dont 2 graves après une agression au couteau. Et le Parisien qui parle d'un incident majeur pour évoquer cet acte. Voilà, alors là, on est dans la novlangue. Alors, le Parisien, quand même, ça fait beaucoup. Alors, on rappelle tout de même qui dirige le Parisien. Dans son capital, c'est Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, le premier milliardaire français, patron de LVMH, et l'épouse de Xavier Niel, qui lui-même dirige le groupe Le Monde et quelques autres organes de presse. Donc ce sont des magnats de presse qui sont des magnats de la désinformation. Et à noter ce petit dessin humoristique trouvé sur Twitter où on voit 2 personnes qui arrivent au paradis. L'un qui dit « J'ai subi un incident majeur et vous ?» et l'autre répond « Une incivilité ». Donc c'est tristement drôle puisque malheureusement il y a des Européens qui meurent, mais bon, ça montre bien l'absurdité du traitement médiatique de ces faits. Autre actualité de la semaine qui a énormément fait parler Jean-Yves, c'est cette maison squattée sur la côte méditerranéenne, avec finalement les squatteurs qui s'en vont et le propriétaire de la maison qui a pu récupérer sa maison à l'heure où on enregistre cette émission, c'est fait, a priori. Il a pu rentrer dans sa maison. Et justement, on va écouter Henri Caloustian, c'est le nom du propriétaire légitime de la maison, qui s'exprime face à Pascal Praud qui a beaucoup soutenu ce propriétaire. Et on va le voir, il va le remercier.
Mais je suis vraiment content. Vous savez, monsieur Pro, je remercierai jamais assez ce que vous avez fait. Et puis remercier tous les gens qui étaient avec vous dans les médias, tous ceux que vous avez, votre entourage, toutes les personnes que vous avez autour de vous qui m'ont soutenu, tout ça. Et pendant ce temps-là, sur BFM, Jean-Yves, la parole est donnée plutôt aux délinquants avec la femme qui était dans les lieux de manière illégale, qui est interrogée assez complaisamment. J'attendais juste un petit truc comme ça pour justement trouver le moyen de nous sortir de force, sans décision de justice, sans rien du tout. Je souhaite retourner dans cette maison. Pourquoi ? Parce que l'histoire a commencé. Il y a eu des dépôts de plainte de la part du propriétaire. On sait que tout ça va arriver à la justice. Donc nous, ce qu'on attendait, c'est une fois qu'on est rentré, par la suite, on annonçait forcément qu'il y aurait des suites de justice. Donc on acceptait tout cela. Donc on voulait rester jusqu'à ce que la décision de la justice soit prise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le squatter a des droits, à partir du moment où il a changé la serrure et qu'il s'est fait adresser un courrier à l'adresse. Oui, même un reçu de livraison de pizza. Même un reçu de livraison de pizza. C'est une loi malheureusement relativement ancienne et qui était tolérée parce que finalement, jamais l'opinion n'en était informée et la personne qui voulait récupérer son logement n'avait aucun soutien, ni de la justice, ni de l'État, ni des médias. Là, Pascal Praud a, avec ce cas particulier, mais qui hélas n'est pas unique, a au fond changé la donne. Et je pense que maintenant, les victimes de squat auront la possibilité de faire connaître leur situation, d'abord sur les réseaux sociaux, et ensuite sur les médias, certaines chaînes continuent un peu plus libres que les autres, en particulier CNews. Et ça, c'est quelque chose de très important. Autre actualité médiatique de cette semaine, c'est évidemment le procès de Charlie Hebdo avec les témoignages de certains membres de la rédaction. Un procès qui va durer encore longtemps, mais on a déjà des extraits parlants avec Sigolène Vincent qui évoque les instants qui ont précédé l'incursion des djihadistes. Elle décrit finalement de quoi la rédaction parlait à ce moment-là. Elle dit « On a parlé du livre Soumission, mais à part Bernard Maris et Philippe Lançon, personne n'avait lu ce livre. Puis on a parlé des jeunes qui partaient en Syrie. Tignous essayait de nous expliquer qu'il comprenait tout à fait le départ de ces jeunes qui n'avaient plus d'espoir en France. » Alors Tignous comprenait le départ de ces jeunes quelques minutes avant d'être tués par quelques-uns de ces jeunes qui n'étaient pas encore partis en Syrie et qui ont opéré en France. C'est un peu la mort par aveuglement. Ouais, c'est terrible, effectivement. Et ce procès, c'est aussi l'occasion de régler les comptes pour certains des journalistes. On a par exemple Fabrice Nicolino, qui a été grièvement blessé lors de cet attentat, qui s'en est pris d'abord aux journalistes, en déclarant qu'aucun journal, aucune radio, aucune télé n'a jugé bon de venir s'intéresser à ce qui se passe 5 ans après les faits à Charlie Hebdo. Sous-entendu, vous vous occupez de nous parce que c'est le procès maintenant, mais ces dernières années, personne n'est venu s'occuper de nous. Et il est allé plus loin encore, en déclarant que le terrorisme islamiste est une forme de totalitarisme. Et il a dénoncé l'aveuglement et la pure stupidité de ceux qui ont refusé de voir l'évidence, donc des mots assez forts. Et les mots ont été encore plus forts puisqu'il s'en est pris à Edoui Plenel par la suite, en déclarant « Il a osé écrire que Charlie menait une guerre aux musulmans ». Alors... plusieurs entités, dont Mediapart et Edoui Plenel, ont participé à la préparation psychologique de cette affaire. Ils ont donné un quitus aux gens qui sont venus nous tuer après. Jamais on ne leur pardonnera. Donc les mots sont quand même extrêmement durs. Oui. Peut-être finalement un peu à la hauteur de... Voilà, mais les mots durs sont les mots justes, très souvent. Voilà. Ouais. Les mots tièdes ne donnent pas l'aspect de la réalité, les mots durs la donnent. C'est cela qu'il faut comprendre dans la situation actuelle. En tout cas, c'est un élément, cette attaque contre Plenel et contre l'aveuglement face à l'islamisme. On y reviendra. Oui, et Mediapart, on y reviendra très rapidement, qui n'ont pas été tant repris que ça dans les médias, même si certains en parlaient, mais ça fait un petit peu mal, évidemment. Alors oui, Mediapart, on va y revenir immédiatement. Pourquoi ? Eh bien, parce que Mediapart s'intéresse à SOS Chrétiens d'Orient, l'association qui s'occupe des chrétiens en Irak, en Syrie, etc. Et eh bien, SOS Chrétiens d'Orient a fait paraître un communiqué à propos d'une enquête à paraître sur Mediapart. Et donc, les SOS Chrétiens déclarent
les séries de questions qui sont posées, donc pour préparer cet article, ainsi que le profil des pigistes ne laissent entrevoir aucun doute. Il s'agit de salir et de nuire l'association SOS Chrétien d'Orient. 2 des pigistes se sont même fait passer pour des membres de SOS Chrétien d'Orient, au mépris de toute déontologie journalistique, pour soutirer des informations à certains de nos partenaires. Et Jean-Yves, on a eu un communiqué très factuel, on va dire. Oui, très factuel, très précis, qui répond parce qu'ils disent vous avez reçu 100 000 euros pour telle opération, comment vous les avez dépensés ? Ils répondent comment ils les ont dépensés. Donc, y a pas même en montrant que les chiffres de base de Mediapart sont complètement faux. Complètement faux. Ensuite, ils accusent certaines personnes aidées par Chrétiens d'Orient, certains groupes. Ils les accusent en quelque sorte de crimes de guerre, tout simplement parce que qui les accuse de crimes de guerre, ce sont les djihadistes. Et on retrouve là la connexion entre Edwy Plenel et les mouvements extrémistes ou terroristes musulmans. Donc Mediapart s'apprête là à faire du très sale boulot contre SOS Chrétien d'Orient, qui réagit très bien en refusant cette énième campagne de diabolisation. La diabolisation, voilà comment il faut la traiter. Il ne faut pas non plus se laisser intimider. Alors, puisqu'on parle de diabolisation, on va enchaîner avec cette diabolisation assez extraordinaire pour finir cette revue de presse dans le rire, on va dire. Avec Libération, Check News, qu'on connaît bien, qui fait un papier. Le slogan « Réveillez-vous » utilisé par Marine Le Pen à Fréjus est-il le même que celui utilisé par le parti nazi ? Et donc, quand on lit Libération, on se dit que oui, effectivement, Marine Le Pen a réutilisé un slogan nazi. Donc ça, c'est l'interprétation de Libération. Sauf que, Pierre Sautarel s'est amusé sur Twitter à retrouver un édito de Libération lors de la présidentielle, dans lequel on voit le titre « Candidat, réveillez-vous ». Donc c'est exactement la même chose. On pourrait presque dire que Libération reprend des slogans nazis. Pareil, Damien Rieu a repris certains exemples de ce slogan qui est utilisé massivement en politique, y compris par Emmanuel Macron, qui lançait à l'Allemagne, selon Capital, « Réveillez-vous ». Donc on voit, Jean-Yves, que Libération a fait là encore du sale boulot un peu. Nicolas, vous vous levez le matin ? J'essaye autant que faire se peut, oui. Oui, Hitler aussi. Donc vous êtes nazi. Bon, je le savais pas, mais maintenant, vous aimez les chiens. Je me sens mal, je vais rester au lit. Je crois qu'il faut rester au lit. Si vous vous levez, là, attention, Hitler aussi se levait. Non, mais c'est assez délirant, mais c'est très drôle. La diabolisation. Oui. Voilà. Ceci étant, la presse subventionnée nous fait quand même bien rigoler, quoi. Ouais. Voilà. Oui. On en a un peu pour notre argent. Oui, si on rapporte ce qui nous coûte par rapport à leur désinformation d'un côté, leurs sottises qui nous font rire de l'autre, finalement, on en a pour notre argent. On paye ses impôts avec satisfaction. Et pour ceux qui ne veulent pas subventionner ça, il suffit de donner à TV Liberté, bien entendu. Passons au deuxième sujet. Louis Ragnel cite bon, 2 poids, 2 mesures. C'est le scandale du petit milieu médiatique cette semaine. Louis de Ragnel, ex-rédacteur en chef de l'Heures Actuelles pour le service police et justice, quitte ses fonctions et tout simplement arrive à Europe 1. Il serait chef du service politique. Une nomination qui a immédiatement provoqué une levée de boucliers énorme et un tollé considérable dans le milieu médiatique et notamment dans la rédaction d'Europe 1. On a un communiqué du syndicat national des journalistes comme quoi cette nomination provoquerait un gros malaise, qu'elle serait très contestable, rappelant l'affaire de la caricature qu'il déclare raciste de Daniel Obono quelques jours plus tôt, en déclarant que cette nomination ferait d'Europe 1 une radio d'opinion penchant très fortement à droite, une sorte de Fox News à la française, Jean-Yves. Dites-moi, il y a de la marge, hein ? Parce que pour faire d'Europe 1 une radio d'opinion très à droite... Oui, il faut y aller. Il y a du boulot, il y a du boulot. Ragnel, s'il finit par y aller, il va falloir qu'il travaille 24 heures sur 24. Hein. Bon, en tout cas, la rédaction d'Europe 1 s'est opposée à cette arrivée, puisqu'il y a eu une assemblée générale avec un vote pour ou contre cette arrivée, avec une majorité écrasante, 114 personnes sur 117, qui ont déclaré que la nomination de Louis de Ragnel n'était pas une bonne chose
pour la station. C'est un chiffre étonnant. Hein. Ouais. 114-3, c'est un score nord-coréen. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est un score qui montre bien qu'il n'y a pas de pluralisme d'idées, d'opinions dans les grands médias français. À la fois qu'il n'y a pas de pluralisme, et alors je ne sais pas si le vote a été secret ou s'il a été public, vraisemblablement il a été public, ouais. Et donc il y a la gauche marchande qui s'est imposée au Marais. Quoi. Voilà, oui, c'est la pression sociale. Dans ceux qui se sont opposés, il y a Michaël Darmon, je crois qu'ils sont 3, dont Michaël Darmon. Et alors par contre... du côté des personnes qui étaient contre l'arrivée de Louis Dragnel, il y avait bien évidemment Patrick Cohen qui, selon Le Monde, a insisté sur le fait que Louis Dragnel pouvait avoir ses idées, mais que son passé politique posait problème, surtout qu'il n'avait pas fait ses armes dans la matière, donc dans la matière politique, chef de service politique. Et alors, aux yeux des journalistes, les journalistes d'Europe 1 ont proposé des alternatives. Pour eux, un poste d'éditorialiste ou d'intervenant dans une émission de débat aurait été plus adapté au profil de Louis Dragnel. Donc voilà, une proposition. Et Jean-Yves, les journalistes qui assurent « Nous ne sommes pas des censeurs ». Voilà, les journalistes d'Europe 1. Alors, nous ne sommes pas des censeurs, c'est assez drôle, parce que celui qui a mené la charge, c'est Patrick Cohen, qui a obtenu, il y a quelques années, à la cérémonie des Bobards d'Or, il a obtenu des Bobards d'Or aussi, mais il avait obtenu une muselière d'or, parce qu'il avait expliqué, tenez-vous bien, que par rapport à la liberté de penser, et pas par rapport à la liberté d'expression, il y avait des lois pour réglementer la liberté de penser. Oui, c'était face à Frédéric Tadei. Face à Frédéric Tadei, voilà. Donc voilà le personnage qui explique qu'il n'est pas censeur. Il est plus que censeur, puisqu'il veut censurer non pas seulement l'expression, mais même les pensées. Alors, réaction de Nassira El Moadem, qui était journaliste au Bondi Blog et qui est journaliste actuellement. Pourquoi Europe 1 a eu tant besoin de chercher quelqu'un à l'extérieur, qui plus est venant d'un journal d'extrême droite? Une bonne question, Jean-Yves. Oui, alors le qualificatif d'extrême droite est tout à fait contestable, mais passons. En fait, le problème d'Europe 1, c'est qu'ils perdent des auditeurs. Ils en ont perdu... au cours des derniers mois, ils en ont perdu pratiquement la moitié, 2 millions depuis 2015. Donc il y a un moment où il faut faire quelque chose. Et il est évident que n'importe quel patron de presse sait que ce qui marche, c'est quand il y a un peu d'opinion de droite qui s'exprime, parce que c'est tellement rare que ça amène des auditeurs. Donc voilà, pourquoi aller chercher Ragnel, un homme de droite modéré, au demeurant, parce que peut-être qu'il va ramener un peu d'auditeurs, dans une radio qui en perd tous les jours et qui en a beaucoup perdu avec Cohen notamment. Alors Jean-Yves, la question qui se pose, c'est y a-t-il un deux poids deux mesures, c'est-à-dire en ferait-on autant si Louis Dragnel était d'extrême gauche? Nous connaissons la réponse. Avec Sidbon Gomez, qui va être nommé numéro 2 de France Télévisions, c'est quand même autre chose que service politique d'Europe 1, par Madame Ernotte. Et c'est assez intéressant de comparer Louis Dragnel et Stéphane Sidbon Gomez. Pourquoi? Parce que ce sont deux personnes assez jeunes, des trentenaires, jugées assez brillantes, qui sont pas mal investies dans les médias et au départ dans les réseaux sociaux. Donc ce sont des profils finalement assez comparables. Et aussi dans leurs origines politiques. Alors, et c'est là qu'il y a la différence. Puisque Louis Dragnel a été collaborateur de Claude Guéant quand il était ministre de l'Intérieur. Il a participé à une campagne de Sarkozy. Et de l'autre côté, Sidbon Gomez a été collaborateur de Duflot et directeur de campagne d'Eva Joly, qui était la candidate d'extrême gauche, sous couvert d'écologie, candidate d'extrême gauche, en 2012. Donc vous avez d'un côté un collaborateur de militants politiques d'extrême gauche, on peut dire. Sidbon Gomez, d'ailleurs, c'est une grande dynastie de gauche. Sur sa notice renvoie à sa grand-mère qui était une des 143 salopes qui a signé pour la libéralisation de l'avortement dans les années 60. Enfin, vous voyez, c'est une dynastie de gauche. Bon, un militant de gauche au service de personnalités de gauche, d'extrême gauche. Et Louis Dragnel, c'est un homme plutôt conservateur,
qu'a servi un ministre de centre droit. Voilà. Et donc, dans un cas, c'est un scandale, et dans l'autre, mais ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, les lettres passent moins bien à la poste maintenant, mais voilà, vous voyez, on voit la différence totale. C'est le modéré de centre droit qui est diabolisé, et le militant d'extrême gauche, avec toute une culture familiale d'extrême gauche, qui lui va devenir le numéro 2 de France Télévisions, payé par l'ensemble des contribuables. Il va être en charge notamment, parmi les autres attributions, de la direction des programmes. Donc c'est effectivement un poste d'une importance considérable. Et Jean-Yves, on va avoir une bonne propagande. Et quoi de mieux pour illustrer ce 2 poids, 2 mesures que cette page 18 du Monde Papier de ce mardi, avec les 2 actualités qui sont traitées l'une face à l'autre quasiment, avec le premier titre, Delphine Ernotte met France Télévisions en ordre de bataille, avec un sous-titre, une exergue, Paris audacieux, à 33 ans, Stéphane Silbon-Gomez est nommé directeur des programmes et des antennes. Donc, pas de vague. Et par contre, juste en dessous, Europe 1, l'annonce du recrutement d'un journaliste de Valeurs Actuelles crée des remous. Donc, on voit le traitement du Monde qui illustre parfaitement le 2 poids, 2 mesures. C'est assez lunaire. Ça ne sera pas indéfiniment supporté. Je crois que ces gens-là devraient comprendre qu'il est assez normal que... Moi, je veux bien que les opinions de gauche ou d'extrême gauche s'expriment dans les médias. Moi, je suis pour la diversité d'opinions, à condition qu'il y ait diversité d'opinions et que les autres opinions puissent s'exprimer, et pas seulement sur les chaînes type CNews, mais aussi sur France 2, mais aussi sur France 3, mais aussi sur TF1. Le vrai problème, c'est ça. C'est pas qu'il y ait quelques journalistes de droite dans les chaînes alternatives ou semi-alternatives, c'est qu'il y ait aussi des journalistes de droite, qu'il y ait aussi des journalistes identitaires dans les médias les plus importants, et notamment les plus grandes chaînes de télévision et les plus grandes chaînes de radio. France Inter, France Info, TF1, France 2, c'est ça le sujet. Écoutez, c'est effectivement un sujet important, et on va terminer notre émission là-dessus. Vous avez un coup de chapeau, néanmoins, avant la fin de ce immédiat. Coup de chapeau assez classique au dernier numéro d'Éléments, avec une très belle couverture, comme d'habitude. C'est Romy Schneider, en l'occurrence, et avec un dossier, double dossier, éloge des Gaulois réfractaires. C'est assez drôle, c'est fait par... Bousquet, et puis là aussi un dossier en plein dans l'actualité, privilège blanc, le retour boomerang de la race. Très bien, eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.